Avant, j'aimais mon travail. J'étais gardien dans une centrale éolienne. Tout ce que j'avais à faire, c'était de faire plusieurs rondes pendant la nuit pour m'assurer que personne n'endommageait les éoliennes. Je lisais beaucoup, et quand je m'ennuyais, j'emportais mon lecteur DVD portable et je regardais des films toute la nuit. La seule chose qui venait rompre la monotonie, c'était les patrouilles. J'arrivais tous les soirs vers 21h et j'étais remplacé par le gardien de jour à 9h du matin. Rien de compliqué. Je m'approchais de la voiture de mon remplaçant. Nous échangions quelques politesses. Il me racontait s'il s'était passé quelque chose d'inhabituel pendant la journée, puis il repartait. Je ne me souviens pas qu'il ait jamais parlé d'autre chose que de sa rencontre avec des cerfs ou un ours. 12 éoliennes s'étendaient sur 8 kilomètres, reliées par un chemin de terre. Quand j'ai commencé à travailler dans cette entreprise, je sortais de ma voiture et vérifiais les serrures des portes de chaque turbine. 5 ans plus tard, je passais simplement devant sans même les regarder. La plupart du temps, je continuais à regarder un film ou une série, même au volant. Il n'y avait pratiquement pas de circulation sur le chemin de terre. Une fois, je me suis retrouvé dans un fossé, mais je m'en suis sorti sans trop de difficultés. Le pire, c'était le sentiment de honte. Un soir, j'étais pressé et en retard. Je me suis précipité dans ma voiture et j'ai foncé vers le site, mais quelque chose me tracassait. Je suis arrivé juste à temps, j'ai reçu mon rapport et je me suis mis au travail. La première ronde s'est déroulée sans incident. Le crépuscule venait de s'éteindre et le monde plongeait dans l'obscurité nocturne. Des nuages s'étaient accumulés toute la soirée et j'ai vu une volée de dindes traverser la route près d'un des champs. Cela signifiait qu'un orage approchait. La première ronde s'est déroulée sans encombre. Il ne s'est rien passé. Je n'ai même pas vu les animaux que je rencontrais habituellement. À part les dindes, peut-être. Comme un orage approchait, les autres animaux se préparaient au mauvais temps et s'installaient quelque part pour passer la nuit. Le tour de 8 km sur la route, en terre, prenait environ 30 minutes. La direction n'aime pas que nous roulions vite, et techniquement, nous devons vérifier la porte de chaque turbine. Mais les autres gardes et moi avions tout calculé pour donner l'impression que nous faisions les vérifications. Je suis retourné au bâtiment principal un peu après 10h30. J'ai sorti mon lecteur DVD portable et j'ai commencé à regarder Piège de cristal. Bien sûr, je me suis endormi. Je me suis réveillé au générique. Merde, ai-je dit en me souvenant que j'avais manqué ma ronde. J'ai mis le contact et j'ai foncé vers les éoliennes. C'est là que je me suis souvenu de ce que j'avais oublié. Un voyant clignotait pour signaler un niveau de carburant bas. Je me suis maudit d'avoir oublié de faire le plein hier en rentrant chez moi. Ce n'est que la deuxième ronde, me suis-je dit. Ça devrait suffire pour tenir jusqu'à la fin de la nuit et jusqu'à la station-service. Je me suis accroché à cette pensée pendant le reste de la nuit. La deuxième ronde s'est déroulée sans incident. Mes yeux revenaient sans cesse vers la jauge d'essence, mais je ne pouvais rien y faire. Une fois que vous prenez votre service, vous ne pouvez pas partir. Si vous êtes pris en train de quitter votre poste, vous êtes licencié. Je ne voulais pas perdre un travail aussi lucratif, alors je suis resté. J'ai toutefois envisagé à 2 reprises de faire un petit détour de 3 km pour aller à la station-service. Le problème venait de mon patron. C'était un vrai crétin qui adorait faire des contrôles inopinés à n'importe quelle heure de la nuit. Il aimait faire semblant d'être sympa, prétendant venir vérifier si j'avais besoin de quelque chose. Mais je connaissais la vraie raison. S'il était venu aujourd'hui, je lui aurais demandé quelques 2 litres d'essence. Cela aurait peut-être résolu mon problème et l'aurait incité à faire moins de contrôles. Vers le milieu du deuxième film, bien sûr, Piège de cristal 2. Je suis parti pour ma prochaine tournée. Il venait de commencer à pleuvoir, les vitres étaient embuées et le chauffage ne fonctionnait pas très bien. Au 4e tour,
le temps a décidé de passer d'une pluie légèrement agaçante à un déluge biblique. Il pleuvait si fort que je voyais à peine devant moi. J'avançais à la vitesse d'une tortue. La pluie avait creusé des ornières dans les creux de la route. Des flaques d'eau s'étendaient sur toute la largeur de la chaussée. J'étais content d'être au volant d'un 4x4. Je me suis retrouvé au milieu d'une flaque d'eau géante lorsque le moteur a calé. J'ai tourné et tourné le démarreur, mais en vain. Je n'avais plus d'essence. Je n'oublierai jamais cela. J'avais déjà entendu cette histoire. Dans 5 ans, un autre gardien racontera l'histoire de l'idiot qui est tombé en panne d'essence au milieu d'une averse. Il fallait maintenant prendre une décision, rester dans la voiture et attendre que l'orage passe, ou marcher jusqu'au bâtiment principal et attendre la relève de l'après-midi. J'ai regardé ma montre. Il restait près de 8 heures avant l'arrivée de mon remplaçant. Avec un temps pareil, je n'allais certainement pas marcher. S'il y avait eu un bidon de secours avec du carburant, j'aurais réfléchi. Mais le bidon était vide depuis longtemps. Encore un merveilleux cadeau de mon patron idiot. Il disait que garder de l'essence sans raison était du gaspillage. Apparemment, il ne connaissait pas le concept de urgence. Je ne voulais pas décharger la batterie, alors j'ai arrêté de regarder des films. Je suis resté assis à écouter la pluie tambouriner sur le toit de la voiture, comme si quelqu'un jetait des boules du ciel. C'est alors que mon esprit a commencé à jouer avec moi. Il s'ennuyait probablement autant que moi et a décidé de s'amuser un peu. Je sifflais une mélodie de ma manière habituelle, si fausse que les gens se bouchent les oreilles avec du coton, quand j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et que le miroir m'a renvoyé mon regard. Je jure avoir vu 2 yeux qui regardaient Yann par la vitre arrière. Je me suis retourné si vite que mon cou a craqué, mais il n'y avait personne. J'ai appuyé sur le bouton de verrouillage des portes, au cas où cela pourrait aider. Au milieu de nulle part, sous une pluie battante, mon sifflement est devenu plus fort et encore plus faux, tandis que je m'efforçais de ne pas regarder dans le rétroviseur. Finalement, c'est devenu insupportable. Mes yeux étaient attirés vers le rétroviseur comme par un aimant. J'ai regardé. Il n'y avait rien. J'ai ri nerveusement de ma bêtise et j'ai renversé la tête contre l'appui-tête. Je ne me souviens pas comment je me suis endormi, mais je me souviens m'être réveillé dans le silence. Pas un bruit de pluie, pas un bruit d'animaux, pas même celui des grillons. C'était effrayant. J'ai baissé la vitre de quelques centimètres et j'ai tendu l'oreille. Tout était toujours aussi calme. Même le bruit des pales des éoliennes n'était pas audible. J'ai regardé la plus proche. Les pales étaient immobiles. C'était inhabituel car le vent était si calme qu'il ne pouvait pas les faire tourner. J'ai regardé ma montre et j'ai découvert que j'avais dormi 4 heures. Les nuages d'orage s'étaient dissipés et la lune était apparue. Elle n'était pas tout à fait pleine, mais suffisamment brillante pour éclairer le sol et créer des centaines d'ombres provenant des arbres qui m'entouraient. C'était une nuit magnifique, de celle qui me faisait apprécier la vie dans la campagne pennsylvanienne. Elle m'a fait sérieusement reconsidérer mon projet d'attendre dans le Jeep jusqu'au matin. Mon esprit était tiraillé entre rester ou partir. Je regardais à nouveau ma montre. Dans moins de 4 heures, mon remplaçant passerait le portail. Que penserait-il s'il ne me trouvait pas là? Il était beaucoup plus simple de tout lui expliquer maintenant et de lui demander d'apporter de l'essence que d'attendre qu'il fasse sa première ronde et me trouve assis au milieu de la route. La décision était prise. Je pris la lampe de poche dans la boîte à gants, regardant longuement le pistolet à côté. J'hésitais, mais décidé de le laisser. La plupart des animaux de ces forêts ne veulent pas avoir affaire aux humains, et les autres sont facilement effrayés par des cris. Partie 4. Je verrouillai la porte en sortant et mon pied atterrit dans une flaque profonde. J'ai soupiré lorsque l'eau a pénétré dans ma cheville et rempli ma basket. La flaque entourait toute la voiture. Elle faisait facilement 4 mètres de diamètre. Je savais que sauter sur une jambe ne ferait que mouiller mes vêtements.
Alors j'ai posé mon autre pied et fermé la porte. J'ai commencé à traverser la flaque à guet jusqu'à atteindre un endroit sec. J'ai éclairé la turbine éolienne la plus proche avec ma lampe torche. C'était la numéro 5. Je savais que c'était la plus éloignée de la porte, située à mi-chemin. Peu importait d'avancer ou de reculer. J'ai décidé d'avancer et je me suis mis en route. Pendant la première partie du trajet, le seul bruit était celui de mes bottes qui pataugeaient. C'est effrayant quand vos seuls compagnons sont le silence total et des centaines d'ombres projetées par les arbres. J'ai braqué ma lampe sur les arbres et j'ai vu de nombreux yeux brillants qui me regardaient, mais ils restaient silencieux. C'était comme s'ils étaient assis sur les bancs d'une église et que je marchais dans l'allée à la recherche de ma place. Les yeux étaient de tailles différentes, de petits à assez grands, mais aucun ne faisait de bruit. Avaient-ils vraiment peur de moi? Je me suis arrêté pour reprendre mon souffle et c'est là que je l'ai entendu. Un pas derrière moi. Ce n'était pas un bruit lourd, c'était le bruit doux de l'herbe écrasée sous un gros pied. Je me suis retourné brusquement et j'ai dirigé ma lampe vers l'endroit d'où me semblait provenir le bruit. Mais il n'y avait rien. J'ai éclairé tout autour de moi, mais je n'ai vu qu'une route de gravier et des arbres à perte de vue. Ne rien voir était peut-être pire que de voir quelque chose. Un cerf, un ours, même un coyote, j'aurais pu m'en occuper, les effrayer, les repousser. Mais le vide créait un vide que mon esprit remplissait de toutes sortes de créatures terrifiantes. Le silence effrayant persistait, tandis que je marchais de plus en plus vite, sans même m'en rendre compte. Même le bruit de mes bottes semblait plus fort en l'absence d'autres sons. J'ai commencé à penser à ma destination. J'ai été tenté de couper à travers la forêt et de gagner beaucoup de temps, étant donné que j'étais encore sur une longue boucle de route. Si cela avait été le jour, j'aurais réfléchi. Mais au milieu de la nuit, même avec une lune presque pleine derrière moi et l'aube dans quelques heures, je n'ai pas hésité. J'ai pensé que siffler apaiserait mes nerfs à vif. J'ai essayé de siffler la mélodie la plus joyeuse qui me venait à l'esprit. Mais l'écho me revenait déformé et déformé, comme une comptine dans un film d'horreur. J'ai rapidement arrêté de siffler. J'étais à mi-chemin du couplet lorsque la mélodie s'est arrêtée sur mes lèvres. Le silence soudain et inattendu m'a apporté un cadeau horrible. Un autre pas derrière moi. Je me suis retourné aussi vite que possible et j'ai braqué ma lampe autour de moi. Cette fois-ci, mon esprit n'a pas eu le luxe de m'effrayer avec le vide. Cette fois-ci, j'ai vu une paire d'yeux. Ils étaient mètres grands et rouges, mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était leur distance par rapport au sol. Quelle que soit cette chose, ces yeux se trouvaient à 2,5 mètres au-dessus du sol. Ils se trouvaient à 35 mètres et se cachaient derrière un arbre. Mais ces yeux, ils me hanteront jusqu'à la fin de ma vie. Malheureusement, je ne savais pas combien de temps celle-ci durerait, surtout avec une créature aussi monstrueuse qui me traquait manifestement. J'aimerais pouvoir dire que j'ai soigneusement pesé le pour et le contre et que j'ai pris une décision raisonnable quant à la nature de cette créature et à la manière de la combattre. Mais non. J'ai couru comme si le diable lui-même était à mes trousses. J'ai été surpris de ne pas avoir laissé tomber ma lampe torche. J'ai découvert en moi une vitesse que je ne me connaissais pas. Le désespoir rend capable de tout. Mon esprit allait plus vite que mes jambes, mais il ne trouvait pas de solution. J'entendais les pas derrière moi se rapprocher. Il allait m'attraper, ce n'était qu'une question de temps. Et puis, mon salut s'est dressé devant moi, comme un phare pour un pêcheur égaré. L'une des éoliennes est apparue devant moi. Je connaissais le code d'accès en cas d'urgence, si jamais je devais la désactiver. Je ne pensais pas pouvoir courir plus vite, mais en entendant les pas derrière moi et en voyant le salut devant moi, je me suis senti comme un coureur de dessin animé qui passe à la vitesse supérieure et disparaît dans un nuage de fumée. Bien sûr, ce n'était que dans mon imagination.
La réalité a brisé mon illusion lorsque les bruites de pas lourds se sont rapprochés. Il ne se souciait plus de rester discret. Je l'entendais maintenant sur le chemin de gravier. Ma curiosité me poussait à me retourner pour au moins identifier mon poursuivant, mais je me suis forcé à me concentrer sur ce qui m'attendait. Trébucher par inattention ou à cause de la vue de la créature qui allait causer ma perte aurait été catastrophique. Le monolithe de 120 mètres se dressait devant moi. J'imaginais où se trouvait le clavier à code, sachant que j'aurais une seule chance d'entrer le code avant de mourir. Alors que le salut approchait, la panique m'envahit. Je fus pris par la pensée qu'on allait m'attraper d'un moment à l'autre. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à agir, si ce n'est la terreur et le désespoir, mais j'ai pris la seule chose que j'avais, ma lampe de poche, et je l'ai jetée en arrière. Par miracle, j'ai entendu un bruit sourd et un léger gémissement. Les sons étaient bons et beaucoup plus proches que je ne l'aurais souhaité, mais je me suis quand même refusé à me retourner. Je suis arrivé à la porte de la turbine, j'ai tapé le code, et j'ai tiré la porte, tendant les bras à cause de son poids. Je n'avais pas encore eu le temps d'entrer que j'ai tiré la porte vers moi, mais juste avant qu'elle ne se referme, des doigts d'en massif sont apparus dans l'embrasure. Je tirais de toutes mes forces, sentant mes muscles tendus à l'extrême. La porte continuait à se fermer. Les doigts géants se sont retrouvés coincés entre la porte et le cadre. Ils ont disparu, et j'ai entendu un hurlement inhumain de l'autre côté lorsque j'ai fermé et verrouillé la porte. Je me suis effondré sur le sol, haletant, tandis que mon esprit continuait à repasser en boucle l'image des doigts apparue dans l'embrasure de la porte, comme une image figée. J'ai vu avec une clarté saisissante que les doigts étaient liés de la taille de saucisses, recouverts de poils bruns et de griffes qui en sortaient. J'étais allongé sur le sol, suffocant, cherchant une issue, mais sans la trouver. Pour l'instant, je me sentais en sécurité. Mais combien de temps cela allait-il durer? Comment quelqu'un allait-il me trouver ici? Allait-il me chercher? Ou penserait-il que je m'étais perdu dans la forêt? Et la question la plus importante, qu'est-ce que c'était, bon sang? Je ne voulais pas y penser, car les réponses possibles étaient trop horribles à envisager, surtout quand cette créature était toujours dehors, tout près. Dès que j'ai commencé à sentir l'adrénaline redescendre, j'ai entendu frapper à la porte. Le bruit s'est répercuté dans l'énorme tuyau creux, qui était désormais mon salut et ma prison. Je me suis levé d'un bond, ne sachant pas quoi faire. Ma seule issue menait droit dans les griffes du monstre. J'ai regardé autour de moi à la recherche d'aide, mais je n'ai rien trouvé. Je me suis résigné à attendre une mort inévitable. Je voyais la porte vibrer à chaque coup. Je savais qu'elle était en métal solide, mais même le métal a ses limites. En fouillant la petite pièce de 3 mètres de large, j'ai levé les yeux. Là, fixé au mur, se trouvait un escalier. Il s'élevait à l'infini. Il semblait sans fin. Heureusement, il y avait des lampes tous les quelques 2 mètres, mais c'était une maigre consolation. Je réfléchissais à mon choix. Attendre ici que la porte s'effondre ou gravir cette ascension impossible, sans pause, sans répit, sans seconde chance. Si je commençais à grimper, ce serait tout ou rien. Abandonner à mi-chemin signifierait redescendre tout en bas vers ma situation désespérée actuelle. Je n'avais aucune idée si j'aurais assez de force ou d'endurance pour une telle ascension. Mais une nouvelle série de coups, frappés à la porte, a décidé pour moi. J'ai posé le pied sur la marche avec hésitation, comme si je m'attendais à ce qu'elle s'effondre sous mon poids. Un instant plus tard, j'étais sur la 2e marche, puis sur la 3e. La 4e marche a failli être catastrophique. J'ai glissé et je suis tombé par terre, atterrissant dans une flaque d'eau. Cela m'a douloureusement rappelé que mes chaussures étaient rendues complètement mouillées. Même si les marches étaient équipées de revêtements antidérapants, je devais tout de même être extrêmement prudent et poser le pied à plat,
et non sur la pointe. Je me suis relevé et j'ai vérifié que je n'avais pas de blessure. J'étais sûr d'avoir des bleus, si je survivais. Mais à part cela, seule ma fierté avait souffert. Les coups y frappés à la porte m'ont fait comprendre quelles étaient mes priorités. Je me suis levé et j'ai commencé à monter, cette fois en posant le milieu du pied. J'ai commencé lentement, m'assurant que chaque marche était solide avant de passer à la suivante. Rapidement, j'ai pris confiance et j'ai accéléré un peu le rythme. Ma respiration devenait saccadée, car l'effort me vidait de mon énergie. J'ai regretté d'avoir sauté le dîner. Je me suis arrêté et j'ai agrippé l'échelle de ma main pour ne pas tomber pendant que je reprenais mon souffle. C'est à ce moment-là que j'ai commis 2 erreurs. La première a été de lever les yeux. La seconde a été de baisser les yeux. Quand j'ai regardé vers le haut, j'ai eu l'impression de ne pas m'être approché du sommet. Quand j'ai regardé vers le bas, j'ai vu que j'étais monté suffisamment haut pour me tuer en tombant. J'ai vu autre chose en regardant vers le bas qui m'a donné envie de pleurer. Plusieurs harnais de sécurité étaient accrochés au mur. Un câble métallique s'étirait près de l'échelle. Pendant un bref instant, j'ai pensé à descendre pour attraper une sangle, mais j'ai réalisé que je n'aurais peut-être pas la force de remonter. Le reste de l'ascension m'a semblé interminable. Mes pauses devenaient de plus en plus fréquentes et longues. Mes jambes me faisaient souffrir et réclamaient du repos. J'étais au bord de l'épuisement total lorsque j'ai levé les yeux et aperçu le haut de l'escalier. L'excitation m'a porté jusqu'au bout. Je suis descendu de la dernière marche et me suis effondré sur la plateforme métallique. Je suis resté allongé là pendant une éternité, jusqu'à ce que mes forces reviennent. Je passai par la porte menant à la salle des générateurs. Elle était exiguë, car l'équipement occupait la majeure partie de l'espace. Près du générateur, il y avait un passage étroit et une trappe menant à l'extérieur. Je regardais autour de moi et trouvais un équipement de sécurité. Je l'enfilai et fixai le câble au crochet. Lorsque j'ai ouvert la trappe vers l'extérieur, le jour se levait et le monde était baigné de la lumière orange vif du petit matin. J'étais tellement subjugué par la beauté du paysage que je n'ai pas remarqué le vent qui, après s'être calmé après l'orage, soufflait maintenant en rafale et menaçait de me renverser. J'ai trébuché, reconnaissant d'avoir mon câble de sécurité. Je regardais l'une des pales massives passer à quelques mètres de moi. Ma seule raison de prendre ce risque était de regarder en bas pour voir si mon poursuivant était parti. Je me suis lentement penché par-dessus le bord. Luttant contre le vertige provoqué par la hauteur vertigineuse, j'ai regardé les minuscules arbres en bas et je n'ai rien vu d'inhabituel. J'étais sur le point de retourner à l'intérieur lorsqu'un mouvement attira mon attention. C'était une créature. Elle sortit de l'autre côté de la base de la turbine. Je fus surpris de voir à quel point elle semblait minuscule d'ici. Mais elle me posait toujours le même problème. Comment m'échapper? Je suis retourné à l'intérieur et j'ai regardé autour de moi à la recherche d'une réponse. Après une brève recherche, j'ai trouvé une radio parmi les commandes murales. J'ai appuyé sur le bouton et une alarme s'est déclenchée. J'ai appuyé à nouveau pour l'éteindre. J'ai essayé un autre bouton et j'ai été récompensé par un grésillement. « Allô? Allô? Quelqu'un m'entend ?» ai-je dit dans le micro. J'ai répété, toujours avec des interférences. À la 3e tentative, mon patron a répondu. « Qu'est-ce que tu fais dans l'une des turbines ?» C'était une situation d'urgence. C'était le seul moyen que j'avais de contacter quelqu'un. Quelle situation d'urgence? Je préfère ne pas en parler à la radio. Tu peux venir me chercher? Dans quelle turbine es-tu? La 6e. Ça va prendre un peu de temps. Combien de temps? J'arriverai quand j'arriverai, a-t-il grogné. La ligne redevint parasitée. Je ressentis un certain soulagement à l'idée que quelqu'un savait où je me trouvais et venait me chercher. Finalement, poussé par la curiosité,
Je ressortis et me penchai par-dessus le bord pour observer la créature. Ce que je vis me glaça le sang. La créature me regardait. Elle avait dû entendre l'alarme. Puis, elle fit quelque chose qui allait hanter mes cauchemars pendant de longues années. Elle commença à grimper sur la partie extérieure de l'éolienne. Mes yeux étaient rivés sur cette vision horrible et je ne pouvais détourner le regard. Je continuais d'espérer qu'il perdrait prise et tomberait, mais cela ne s'est pas produit. Il se rapprochait de plus en plus. Quand il était à peu près à mi-chemin, mon esprit a pris conscience du danger et a poussé mon corps à agir. Je me suis précipité à l'intérieur et j'ai fermé la trappe. J'ai détaché la corde de sécurité et je suis retourné vers l'escalier principal. La descente a pris beaucoup moins de temps que la montée. À plusieurs reprises, dans ma précipitation, j'ai failli glisser en choisissant la voie rapide pour descendre, ce qui aurait pu me coûter la vie. Finalement, j'y suis arrivé. Alors que je reprenais mon souffle un instant, j'ai entendu le sommet de la turbine être attaqué. Les coups résonnaient dans le tuyau, les rendant encore plus forts. J'ai ouvert la porte aussi silencieusement que possible, espérant que le bruit produit par la créature à l'étage couvrirait ma retraite. Ce faisant, quelques poils bruns tombèrent sur le sol. Je les ramassai et les mis dans ma poche. Lorsque j'ouvris lentement la porte, elle grinça légèrement. Soudain, le bruit au-dessus de moi cessa. Mon cœur bondit dans ma gorge. Je retins mon souffle. Mon esprit m'envoyait des images inutiles de la créature sautant vers le bas et me mettant en pièces. Alors que je restais immobile comme une statue, j'ai senti une odeur de fumée. J'ai levé les yeux et j'ai vu des nuages noirs s'échapper de la turbine. J'ai couru aussi vite que possible vers ma Jeep. Je refusais de me retourner quand j'ai entendu un rugissement derrière moi. J'ai failli percuter la voiture de mon patron quand il a tourné au coin de la rue. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-il dit en sortant. « Regarde, regarde » ai-je dit en montrant la turbine. « Je vois. Qu'est-ce que tu as fait ?»« Non, non, regarde » ai-je dit en montrant la fumée noire. « Que suis-je censé voir à part des millions de dollars qui partent littéralement en fumée ?» Je me suis arrêté et j'ai regardé la voiture, en feu, mais il n'y avait aucune créature à l'intérieur. J'ai sauté dans la voiture et j'ai claqué la portière. « Écoute, on peut juste partir, s'il te plaît ?» Il m'a simplement regardé, puis il était monté dans la voiture et a repris la direction du bâtiment principal. Tout au long du trajet, j'ai continué à jeter des coups d'œil derrière moi. Il s'est égaré devant le bâtiment et m'a regardé. « Tu vas devoir répondre à quelques questions. »« Je sais. Quelqu'un peut-il venir chercher ma voiture, s'il vous plaît? Je n'ai plus d'essence, c'est pour ça que j'étais dans la turbine. »« Pourquoi n'as-tu pas simplement attendu dans la voiture ?» demanda-t-il. J'ouvris la bouche pour répondre, puis je réalisais ce que j'allais dire et m'arrêtai, laissant les mots inexprimés. « D'accord, » dit-il en sortant. « Je vais envoyer quelqu'un chercher la voiture. » Je le suivis à l'intérieur et m'allongeai simplement sur le canapé de la salle de repos. Peu après, un collègue me réveilla. « Voici les clés de ta voiture. Elle est égarée dehors et le patron veut te voir, » dit-il. Je pris les clés, regardai à droite vers le bureau du patron, puis à gauche vers la sortie. Il ne me fallut qu'un instant pour tourner à gauche et franchir cette porte. Je ne suis jamais revenu, mais le souvenir de cette nuit-là ne m'a jamais quitté et ne me quittera jamais. Le lendemain, j'ai lu dans le journal qu'il y avait eu un incendie dans la turbine et qu'on y avait trouvé le cadavre d'un ours qui avait dû se faire piéger pendant l'incendie. Mais je savais mieux que ça. Je savais que la société viendrait me chercher pour avoir détruit leur coûteuse turbine. Je savais aussi que si je disais la vérité, on m'emmènerait dans un asile psychiatrique. Quoi qu'il en soit, j'allais disparaître et mon histoire ne serait jamais racontée. J'ai trouvé un groupe spécialisé dans les phénomènes inexpliqués. Je suis entré dans leur bureau avec un sachet dans ma poche contenant 3 poils bruns. Je savais qu'ils voudraient entendre mon histoire.